Bonsoir, bonsoir. Avec moi, Anaïd. Bonsoir, Anaïd. Bonsoir à tous. Léonie. Bonsoir, Léonie. Bonsoir. Valentine. Bonsoir, Valentine. Bonsoir. Elmina. Bonsoir, Elmina. Et Florent. Bonsoir, Florent. Bonsoir, bonsoir. Et ce n'est pas tout parce que pour cette dernière, on accueille Flavienne. Bonsoir, Flavienne. Bonsoir. Ravi que tu nous rejoignes. C'est ta première, mais pas la dernière. C'est juste la dernière de Et alors. Je me sens plutôt bien, j'ai plutôt hâte. J'ai hâte de tous les sujets qu'on va aborder ce soir et je pense que ça va être très cool. Ah ben voilà, très très bonne transition. De quoi va-t-on parler ce soir? On va parler de la série The Bear sur Disney+, et du film adapté de la nouvelle de Stephen King, Life of Chuck. Et dans une deuxième partie, on retrouvera les chroniques habituelles et on démarre tout de suite, je vous propose, par le cinéma. Tiens. Si tu lèves les yeux vers le ciel étoilé, il va t'apprendre tant de choses sur ton avenir. Il ne te mentira pas. Il est d'une grande pureté. Ce que tu verras dépassera peut-être ce que tu voulais savoir. Mais tant qu'on a du cœur, l'espoir demeure. Et toi, tu as un grand cœur. Le monde, Chuck. Tout ce que tu aimes. Tout ce que tu vois. Alors, Life of Chuck, pardon, c'est du coup la nouvelle réalisation de Mike Flanagan qui adapte cette fois-ci une œuvre de Stephen King. On suit ici l'histoire d'un dénommé Chuck, donc un personnage très mystérieux. Le film se construit en 3 actes de manière rétrospective, donc on commence par la fin, c'est-à-dire on commence par la mort du personnage jusqu'à ensuite évoluer à son enfance et pour enfin connaître quelle est l'histoire de ce mystérieux Chuck. Très bien, ouais. Ça commence pas mal, hein. Ça commence par un mystère. Hein. On voit les panneaux d'affichage Merci Chuck, Merci Chuck. On se demande vraiment qui est ce Chuck. Ça commence de la même façon dans la nouvelle de Stephen King, qui est une excellente nouvelle. Valentine, tu as vu le film, qu'en as-tu pensé? Moi j'ai bien aimé. En fait, quand j'ai regardé la bande-annonce, j'ai rien compris à la bande-annonce. Du coup, ça m'a donné envie d'aller le voir. Et quand je me suis retrouvée sur le premier tiers, du coup, l'acte 3, qui est le premier acte, mais l'acte 3 de la fin de vie de Chuck, j'ai vu aucun rapport avec la bande-annonce. Donc je me suis dit, c'est génial. Et en fait, il y a tout un mystère qui plane sur ce personnage-là qu'on voit finalement qu'au bout d'une demi-heure à peu près. Et effectivement, on comprend pas qui il est parce qu'on le voit pas. Et c'est un mélange de genres. On est à la fois sur un film catastrophe, d'extinction de l'humanité et de fin du monde, à finalement un mélodrame, on peut dire, sur la vie d'un homme ordinaire. Mais c'est un peu une fable qui parle de plusieurs sujets, un peu la vie, la mort, les rêves brisés d'un enfant, l'humanité. Il y a une espèce de fin du monde où on a l'impression que les personnages acceptent finalement leur sort. Donc c'est un peu déroutant. Donc on jongle entre différentes émotions, avec une fin qu'il faut réussir à interpréter. Et du coup, j'ai été un peu tenue en haleine pendant tout le film et c'est ce qui m'a plu. Ouais, j'aime beaucoup tes questions sur le film, Valentine, sur les sujets que tu soulèves, parce que je trouve que c'est, que selon les réponses, on a la moralité, du film entre guillemets. Et je spoil, je reviendrai sur ça un peu plus tard. Elmina, tu as vu, le film, il me semble. Qu'en as-tu pensé toi? C'est vrai qu'au début, c'est un peu dur de se repérer, enfin de tout comprendre, de faire le lien. Et en fait, je trouve que c'est assez mystérieux. Moi, j'aime beaucoup Stephen King. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, il faut dire que c'est très fidèle à la nouvelle, hein. Mhm, C'est-à-dire que la nouvelle est écrite de la même façon, donc on mhm. commence par la fin et on voit 3 moments de la vie de Chuck. Les 2 premiers moments sont liés à la danse, comme dans le film, hein. On le voit danser dans la deuxième partie et on le voit, renier la danse, à cause de son grand-père dans la première. Il y a, un côté un peu plus fantastique dans la nouvelle, notamment pour la dernière partie avec cette fameuse pièce où il se passe quelque chose. Je vais pas spoiler, mais ouais, c'est, même sans ce côté-là, le film,
ne perd pas le sens de la nouvelle. Et c'est tout à l'honneur du scénariste et du réalisateur. Flavienne, est-ce que ce que tu as entendu là sur le film t'a convaincu d'aller le voir ou pas du tout? Oui, franchement, ça a l'air plutôt hyper intéressant et surtout, enfin, ça a l'air de couvrir plusieurs étapes de sa vie et c'est toujours intéressant, de voir l'évolution d'un personnage sur le long terme donc c'était plutôt assez convaincant. Ouais, c'est effectivement l'évolution d'un personnage sur le long terme, ce que tu viens de dire là, ça va un peu plus loin. C'est vraiment l'évolution bah, de mon sens, hein, de ce que j'ai vu du film, de nous en fait. L'évolution de nos désirs, de nos actes manqués et du sens qu'on met dans nos vies. Et Mmh c'est ça, à mon avis, que raconte le film. et Anaïr, ouais, ouais. Oui, je t'ai coupé, vas-y. Non, j'allais dire que ça a l'air d'être une série qui finalement nous fait réfléchir sur nos propres vies et ce qui pose plein de questionnements donc personnellement, c'est ce genre de série que j'aime bien regarder donc ça a l'air plutôt intéressant. C'est amusant que tu dises série parce que c'est un petit peu ça, même si c'est un film, hein. Mais Ah, des effectivement, fois, on a hein. ouais, c'est pas grave. On a 3 chapitres dans le film qui sont un petit peu comme 3 courts-métrages, quoi. Parce qu'on n'a pas les mêmes acteurs dans les 3 parties. Il y a 3 atmosphères différentes. Donc c'est vraiment, ouais, un film fait par 3, avec 3 visions, de la même chose et pourtant il y a une cohérence du début à la fin. Valentine? Oui, je voulais rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, il y a un contraste qui est assez déconcertant entre bah, l'acte 3, qui est le premier acte, et l'acte 2, qui est le deuxième acte. Pour le coup, lui, il est bien. Il est assez. Vraiment entre une atmosphère fin du monde, et puis après, on se retrouve limite dans une sorte de mini-comédie musicale où ne serait-ce que les couleurs aussi, enfin, l'atmosphère. C'est comme si on respire dans l'acte 2 et en même temps, on se dit: «Mais il est où le lien avec l'acte 3?» On a envie de comprendre, mais en même temps, on comprend que c'est fait exprès, qu'on comprenne pas et ouais, vraiment, c'est un peu déroutant ce contraste, entre la première partie du film et celle du milieu. Anaïd, est-ce que tu veux réagir par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, en fait, tout ce que vous avez dit m'a donné seulement envie de le voir. Mais bon, j'ai des plans pour les week-ends maintenant. Florent, tu veux ajouter quelque chose? Alors déjà, je voulais donner mon avis sur le film. C'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et encore plus en y repensant, en fait, sur le coup, j'ai trouvé ça un petit peu déroutant, mais j'ai la sensation qu'avec le temps, ce film va se bonifier et qu'il pourra peut-être même devenir culte, parce qu'il a toutes les qualités pour. C'est un film qui parle à absolument tout le monde, hein. Ça parle de la vie, de manière générale, du monde qui nous entoure et ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est cet aspect un peu métaphysique, notamment avec, le lien qu'on peut faire entre, le premier acte, donc qui s'appelle l'acte 3, hein, vous m'avez compris, où, on parle plutôt de l'univers et de ce qui se passe d'un point de vue extérieur au personnage principal et ça fait un peu écho à cette phrase, qui est beaucoup citée de Walt Whitman avec, les multitudes et j'ai beaucoup aimé cet aspect qui est, ouais, qui est très métaphysique, et tout est question de ça dans le film et c'est presque même, ouais, un point de vue, divin, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, c'est que l'homme est une multitude. Tout à fait. Ouais, je vois ça comme ça, effectivement, ouais. Moi, j'ai une question, du coup, un petit peu sur la portée, du film. Est-ce que vous l'avez trouvé optimiste? Valentine? Je vais répondre réaliste, du coup, plutôt, parce que finalement, si on le regarde dans l'autre sens, je pense que c'est typiquement un film qui vaut le coup d'être regardé pour sûr une deuxième fois en connaissant la fin. D'ailleurs, j'aurais très envie de vous demander votre interprétation de la fin, mais ça va spoiler, donc voilà, c'est une question qui restera sans réponse pour moi, un peu comme, le lien avec le film. Mais réaliste, où c'est finalement la vie d'un homme, aussi simplement que ça, qui a des rêves d'enfant et qui grandit avec, des belles choses qui lui arrivent, des choses plus dramatiques et qui essaye d'avancer dans sa vie tout simplement comme on le fait tous. Heu, donc je dirais plutôt réaliste, sous ces airs un peu fantastiques. Florent? T'en penses quoi, toi? Eh bien, ça a beau l'air, d'être présenté comme une dystopie, notamment avec ce premier acte, je trouve que c'est quand même, en fait, il y a ce parti pris que je trouve vachement intéressant de la part de Mike Flanagan de ne pas montrer la catastrophe dans cet acte.
tout est fait en hors-champ et en fait, c'est qu'avec à travers les médias et le ressenti des personnages qu'on ressent la catastrophe et le monde qui s'écroule et je trouve ça particulièrement, pardon, intelligent, d'un point de vue, mise en scène puisque, bah, du coup, ça va en lien avec, le message du film qui est pour moi optimiste. Alors je vous ai posé cette question avec une idée derrière la tête. C'est-à-dire que j'ai lu les interviews de Mike Flanagan, le réalisateur du film, et il dit que c'est là son film le plus optimiste qu'il ait fait. Pour avoir lu la nouvelle et pour avoir vu le film, je ne qualifierais pas ce film d'optimiste. Au contraire, je qualifierais ce film de vraiment pessimiste parce qu'il nous parle quand même de rêves brisés, de sacrifices qu'on doit faire pour vivre sa vie, de choix que l'on peut regretter, notamment au niveau de la danse là-dedans. Et même s'il nous dit ben, la vie, elle vaut aussi par l'art, par la pratique de l'art, il nous dit aussi que l'art, il est sacrifié dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je ne le qualifierais pas vraiment d'optimiste, quoi. C'est pas un film, moi, c'est pas un film qui m'a mis la pêche, quoi. Ça, j'en suis sorti, j'avoue, un petit peu déprimé. Ça se comprend. Et pour ce que tu dis sur l'interprétation de la fin, on va pas spoiler, mais je pense que l'histoire, c'est une histoire métaphysique, hein, comme tu as dit Florent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le personnage enfant se rend compte qu'on a tous une date de fin. Voilà, on va tous mourir, hein. Et il se rend compte, et c'est ça qui est mis en avant par certaines choses dans le film. Donc, il comprend qu'il a une fin et que des choix doivent être faits dans sa vie. Et la fin, la catastrophe, c'est juste sa mort, parce que quand tu meurs, ben, tout le monde, personne ne survit, quoi. La catastrophe, en vrai, elle n'existe pas. C'est le personnage qui meurt et son monde qui s'écroule parce que nous sommes une multitude. Anaïd, Bon, je vais répondre en fait des paroles que tu as dit. Et tu penses pas qu'en fait trouver quelque chose, une passion qui te donne la raison pour vouloir souffrir, pour le suivre, c'est pas optimiste? ah, ça c'est très bon, c'est le sujet de Whiplash, le film de Damien Chazelle. Exactement. Oui, bien sûr. Moi, je pense hein, que l'art, par rapport aux idées reçues qu'on a, où c'est Dieu qui guide ta main pour écrire, pour dessiner, pour jouer de la musique, c'est 99% de travail. Et que si tu bosses pas, tu n'aboutis à rien. Je pense pas que le génie ou le talent existent de manière innée en claquant des doigts. Est-ce que je réponds à ta question, Anaïd? Non, c'était plutôt en fait la réflexion de faire ça. En fait, l'optimisme, ça peut se regarder de différentes choses. Ça veut pas dire forcément que c'est un fin heureux, mais que c'est en fait un process qui te donne des sens de vivre. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Le sacrifice, ça peut être, c'est pas forcément, ça va pas forcément te déchirer l'âme. Ouais, Ok, très très on bien. fait un peu dans la philosophie là, Hmm, mais oui, c'est ouais, plutôt ça. ouais. Non, c'est Ça bien. traite un peu, pardon. Non, 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 j'avais pas vu ça comme ça. Florent? Ouais, non, ça part un peu dans cette direction, le film, ce que tu viens de dire, Anaïd, en vrai, c'est très juste parce que, il y a un peu cette sensation de commettre des sacrifices, et de voir une sorte de fidélité à la fin, mais qui n'en est pas vraiment une puisque c'est tout un cheminement et on le voit très bien à travers le film où, bah, il y a plusieurs étapes de la vie et que, bah, c'est comme ça, c'est la vie qui est construite comme ça. Léonie, tu veux conclure? Oui, donc du coup, par rapport à ce que vous avez dit, je pense que c'est un film qui m'intéresse et que j'irai voir parce que la complexité et le montage à l'envers, c'est en général ce qui me plaît dans les films. Et ma petite question, c'est, j'ai vu que c'était Tom Hiddleston qui tenait le rôle principal et c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Donc j'aurais aimé savoir comment était son jeu, comment vous l'avez trouvé dans ce film. Valentine. Fantastique. Moi, c'est un acteur que j'apprécie aussi pas mal. Effectivement, j'aime bien les rôles qu'il interprète et du coup les films dans lesquels il apparaît. Moi, je me suis laissée porter par lui, mais bon, un peu comme dans l'ensemble du film, je pense que voilà, il fait partie un peu de la mélodie du film, même s'il incarne bien évidemment le personnage central. Et vraiment, je trouve qu'on vacille avec lui entre un homme qui a des envies, mais qui en même temps renonce à ses envies pour des raisons qui sont expliquées tout au long de sa vie, où on sent quand même que c'est quelqu'un qui a des regrets et qui en plus
va apprendre peu de temps après que sa vie va être bien plus écourtée que ce qu'il pense. Et je trouve qu'il incarne pas mal ce rôle un peu pesant d'un homme qui finalement passe un peu à côté de sa vie et que, qui plus est, en plus, une vie qui va être un peu plus écourtée. Et finalement, c'est vrai qu'on passe plus de temps même dans son enfance, mais là, du coup, c'est plus l'acteur qu'on évoque. C'est vrai que voilà, je reviens aux questions de tout à l'heure où Christophe était plutôt sur du pessimisme, mais c'est vrai que j'ai l'impression que finalement, à en discuter entre nous, la mise en lumière est plus faite dans le film sur finalement les regrets de ce personnage et les choses qu'il n'a pas pu vivre ou finalement vraiment accomplir que les choses dans lesquelles dans lesquelles il a pu potentiellement s'épanouir. Mmh. Bah, super, donc c'est encore au cinéma, donc foncez-y, un très, très, très bon film et qui, va se retrouver sans doute dans l'instant culte, incessamment, sous peu. Seul le temps de nous le dira, ça. Exactement. Bon, on enchaîne, on passe, sur Disney+ avec la série The Bear, on écoute la bande annonce. Tout ça, ça vient d'une envie de repartir sur de nouvelles bases solides et saines. Ça sera vraiment une destination incontournable. On a rédigé un contrat sommaire. Il nous faut plus de thunes. Tu m'étais ce bordel, s'il te plaît. Comment vous faites pour pas vriller? Ça me gêne pas. C'est un coup de jeune, on démolit pas tout. Mais il y a quand même des trucs à casser. Il va falloir 6 mois pour ouvrir. 6 mois. Et ça, c'est si on Quoi, est confiant? couillu, taré. The Bear, Des disponible sur associations Disney+. Fabienne, est-ce que tu peux nous faire le pitch, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, on va vous parler de Bear. C'est une série qui est percutante, qui nous prend aux tripes et qui nous plonge en fait au cœur de la cuisine, mais en fait surtout au cœur du chaos humain parce que le personnage principal, Carmen Berzato, en fait, c'est un jeune chef prodige qui a été formé dans les plus grandes cuisines étoilées et qui revient à Chicago en fait pour reprendre la sandwicherie de son frère qui est mort soudainement. Et en fait, on pourrait croire que ça parle uniquement de cuisine, mais en fait, pas du tout parce que il débarque en fait dans un univers qui est en crise. Son frère, il lui a laissé énormément de dettes. Et en fait, on découvre plein de dysfonctionnements familiales et de blessures. Et en fait, il y a plein de relations entre les personnages qui vont bien plus loin que la cuisine. Et en fait, c'est une série dramatique un petit peu parce que vraiment, on est en tension à chaque épisode. Même chaque recette qui est faite, en fait, il y a une quête, il y a une histoire de sens. En fait, la cuisine, en fait, ça nous apporte plus d'éléments sur chaque personnage, leur histoire personnelle. Et oui, c'est une série où on est vraiment sous tension tout le long et qui nous fait vraiment réfléchir sur plein de sujets de la vie quotidienne. OK, d'accord. Elmina, tu as vu la saison 1, il me semble, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, moi j'ai trouvé que c'était très chaotique et en fait, c'est ça, c'est vraiment pas du tout une série simplement sur, la cuisine. C'est vraiment, en fait, la vie, de cette famille à travers la cuisine et moi, je trouvais ça intéressant de voir tous les liens et de voir un peu les comment dire? Un peu les histoires de famille, les disputes, ce qui est un peu plus profond, quoi. Anaïd? Bon, je pense que de Bear, celui qui m'a marqué le plus, c'était l'intensité. C'est presque étouffant. C'est en fait, on reste dans tous les épisodes. On est littéralement plongé dans 5 cases de la cuisine professionnelle, mais c'est aussi les chaos de la vie personnelle de tous les personnages. Je crois que c'est très réaliste. J'ai déjà entendu des chefs parler de la série en train de dire que c'est vraiment comme ça que ça se vit la cuisine des hautes cuisines françaises surtout. C'est le stress, c'est un stress bien représenté. Et bon, après Jeremy Allen White, c'est Carmi, en fait, je crois que son jeu, il est très exceptionnel. En fait, il dit beaucoup avec ses silences, il dit beaucoup avec ses paroles et il nous montre cette qualité humaine que je crois qu'il y a dans nous tous, qui, même si les choses ont l'air d'être vraiment capotes, et il continue en force je pense pas en fait qu'il soit la force, mais aussi par les trainings qu'il a eu de cuisinier, surtout dans cet haut niveau, c'est plutôt la discipline même si les choses vont mal, je vais continuer et je vais continuer à les faire et je vais pousser pour continuer. Et c'est tout. En fait, l'idée, c'est pas de gagner une chose, c'est plutôt seulement de continuer. OK, d'accord, donc là, vous êtes toutes les 3 à dire que c'est une série intense, quoi? Tout à fait, Oui. vraiment. D'accord. À chaque En fait, épisode est prenant. Je suis d'accord avec ce que les filles ont dit. Chaque épisode
est prenant, c'est captivant en fait parce que en fait tout se joue dans les regards. Ben, Jeremy Allen White, dans son jeu, autant ce qu'il lui dit, mais vraiment les regards, avec tous ses partenaires de jeu, que ce soit Ayo Edebiri ou Ebon, enfin le cousin, vraiment tous les trois, ils ont des jeux d'acteurs vraiment exceptionnels. Enfin, c'est bluffant pratiquement. Vraiment, moi je suis bluffée à chaque épisode. Je suis sans voix. Et je sais qu'il y a des épisodes où on en ressort, c'est pas qu'on est traumatisé, mais vraiment avoir vu leur dysfonctionnement familial, comment ça marche. Vraiment, il y a un épisode de la saison 2, c'était Thanksgiving, je crois. Et vraiment, on est retourné dans le passé pour voir ben, comment leurs relations de maintenant, ben, elles sont devenues comme ça. Vraiment, on était un peu traumatisés, quoi. C'était tellement chaotique qu'on ressortait de l'épisode vraiment avec plein de questions et vraiment, je suis bluffée par leur jeu d'acteur. Ok. Je vais rebondir sur ça un peu plus tard, Flavienne. Juste avant Naïd. Oui, en fait, je voulais parler un peu de l'aspect technique de ça. En fait, comment est-ce qu'on te mettre dans le stress qui sévit dans les épisodes, c'est un jeu de caméra à l'épaule. En fait, tu vois comme ça bouge et le plus stressant qu'il est, le plus qu'il bouge la caméra. Et aussi les plans serrés. Parce qu'en fait, quand on est en train de raconter l'histoire, tu vois un plan un peu plus ouvert, tu vois tous les personnages, tu vois toute la scène, tu vois toute la cuisine, tu vois les rues de Chicago. Mais le plus que ça commence à se stresser la thématique, le plus que c'est les plans serrés, c'est les gestes de personnage, c'est en fait même, tu peux voir la respiration de personnage et c'est ça qui te met même dans les mêmes états que tout le monde qui est en train de vivre ça. Flavienne. Oui, du coup, c'était pour rebondir sur tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la cuisine, c'était très réaliste. Il me semble que pour cette série, ils ont des producteurs culinaires, en fait, c'est des chefs qui sont aussi producteurs sur la série. Du coup, tout est beaucoup plus réaliste, parce que parfois dans les séries, on le voit que c'est un peu faux. Mais là, pour le coup, on pourrait vraiment croire que c'est eux qui le font. Enfin, c'est hyper juste. Et du coup, ça accompagne l'histoire, la cuisine, les recettes. En fait, il y a tout qui est en symbiose dans cette série. Enfin, c'est tout qui marche ensemble et qui font avancer chaque épisode, l'histoire. Et ouais, cette série, vraiment, c'est incroyable. Alors, je n'ai pas vu la série, The Bear. Par contre, ce que vous me dites, ça me fait penser à une autre série d'il y a une dizaine d'années qui s'appelle Six Feet Under, la série créée par Alan Ball, qui raconte la vie d'une famille de croque-morts et qui prend donc pour prétexte le business familial pour laisser éclater les rivalités dans la famille, les querelles, les secrets cachés. Et pareil, tu ressors sur certains épisodes complètement bouleversé émotionnellement. Et moi, c'est la première série où les 5 derniers épisodes, je les ai passés en pleurant comme si c'était ma famille, quoi. Comme si ce que je voyais, c'est vraiment une série qui m'a marqué. Et j'ai l'impression que vous me dites que ça a ce côté culte, quoi, cette série. Et ça me donne une envie folle d'aller la voir tout de suite, quoi. Anaïd. Oui, peut parler un peu de le côté psychologique de Bear. C'est plutôt, en fait, tu vois Carmi qui est en train de faire mieux. On sait pas un spoiler du premier épisode, on sait que son frère, il est mort, on va dire, pour pas spoiler plus. Et bon, son frère, il est mort. Et lui, en fait, il a parti à faire son éducation de cuisine pour sortir de l'ambiance familiale. Bon, la première saison, c'est pas très expliqué comment, pourquoi. Mais comme ce que vous avez dit avant, dans le premier épisode de la deuxième saison, c'est le Thanksgiving avec toute la famille et c'est là que tu commences à voir pourquoi Carmi, il a parti si loin, pourquoi Carmi, il a resté avec cette discipline. Parce que c'est en fait aussi pour toutes les associations, par exemple le AA, le Alcooliques Anonymes ou Addicts Anonymes, c'est ça, c'est trouver en fait, bon, pas je dis qu'il est dans ces côtés-là, mais en fait, pour avoir vécu un trauma, l'unique chose qu'il a à faire maintenant, c'est avoir une discipline, avoir une routine, suivre la routine et pas sortir de là. Et c'est ça, en fait, qu'il se raccroche à ça, à sa cuisine, à son projet, pour vraiment pour continuer à vivre une vie plus saine que celui qu'il avait avant. Ok, d'accord. Flavienne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, du coup, c'est pour rajouter sur ce que Anaïda dit, sur son frère, du coup, qui n'est plus là.
bah, en fait, même s'il est plus là, sa présence, elle est là tout le long. Enfin, on voit qu'il a un impact, il a eu un impact sur la vie de Carmine, bah, qui continue tous les jours et bah, pour pas spoiler, mais son frère, la façon comment, bah, il n'est plus là, bah, ça a marqué Carmine, je pense, pour toute sa vie parce que, du coup, ça l'a vraiment marqué, un peu traumatisé et du coup, ça explique, pourquoi il réagit de telle façon maintenant. Déjà qu'il y avait des dysfonctionnements dans leur famille, mais du coup, c'est encore un dysfonctionnement de plus et ça explique beaucoup, bah, les réactions, les émotions de Carmy et du coup, ça rend encore plus réaliste l'histoire et bah, c'est assez impressionnant. OK, super, ça donne vraiment envie d'aller voir la série, hein, la façon dont vous en parlez. Flavienne? Oui, bah, je dirais bien un dernier truc, c'est que, bah, pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'optimisme et je trouve que cette série, c'est quand même, pas une ode à l'optimisme, mais quand même, c'est une famille modeste et Carmy, il essaye de bah, ce qu'il a essayé de faire en allant, se former a avec des chefs prestigieux, c'est de s'en sortir et c'est quand même, bah, si, un peu une ode bah, en fait, à s'en sortir, avoir une vie meilleure parce que, bah, il a des addictions, il a des démons, enfin, bah, il est humain, quoi. Ouais et essayer de s'en sortir tous les jours et du coup, je trouve que c'est quand même une belle leçon de vie quand même. OK, super, ben merci. En tout cas, vous m'avez donné envie, hein. La façon dont vous en parlez, ça donne tout de suite envie d'aller voir, donc The Bear sur Disney+. Parfait, bah, tous les liens seront dans la description de l'épisode et sur nos sites internet, radioverse.fr et lanuitdudimanche.fr et je vous propose de passer tout de suite à la deuxième partie des chroniques. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Florent, c'est ton heure. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, je vais vous parler de Kylie Blues dans Résonance. Kylie Blues, c'est un film de Bigan, son premier long métrage, sorti en 2015. Peut-être que vous avez déjà entendu son nom, puisqu'il a été enfin, son dernier film a été présenté au Festival de Cannes. Il s'agit de Résurrection. Et donc là, je vais vous parler de son premier long métrage. L'histoire porte sur Chen, un médecin dans la ville de Kylie, qui va devoir prendre la route pour retrouver son neveu vendu par son frère. Sa quête va le mener à Dang Mai, une ville mystérieuse où passé, présent et futur se confondent. Ce que j'aime beaucoup dans ce long métrage et ce pourquoi je vous le présente aujourd'hui, c'est parce que il est très très bon dans l'ambiance et qu'on a l'impression de vivre un peu une sorte de flottaison sensorielle. Ici, Bigan, il prône vraiment un cinéma nouveau où on vit un rêve éveillé. Et c'est un peu le cas de ce long métrage où on a un plan séquence de 40 minutes assez impressionnant. C'est un film qui a été fait avec pas grand-chose et qui a reçu des récompenses. Donc c'est la preuve que le cinéma artisanal et audacieux peut toucher l'universel. Donc je vous le recommande vivement. C'est Kylie Blues de Bigan. OK, super. Bon, pareil, on mettra les liens, et les références dans la description, de l'épisode et sur les sites internet. Et on passe à la suite avec Léonie. Léonie, c'est à toi. On regarde quoi, tonton? Donc, je vais vous parler des sorties sous 15 jours. Donc, le 25 juin, on a eu le film Le Grand Déplacement, qui est un film de Jean-Pascal Zadi, qui a notamment été connu pour le film Tout simplement Noir. Donc, nous allons avoir une comédie où ce sont des astronautes africains qui se préparent pour une mission vers la Lune, au cas où la Terre deviendrait inhabitable. Ouais, Tout simplement Noir, c'était un film plus, film à sketch que film. C'était un excellent film, vraiment vraiment très, très drôle avec de bonnes séquences, mais encore une fois, plus film à sketch. J'ai vu la bande annonce du Grand Déplacement, ça a l'air bah, toujours dans la comédie et ça donne envie, effectivement. Avant de passer au prochain film, je fais une petite aparté pour vous signifier que du 29 juin au 2 juillet, c'est la fête du cinéma et que du coup, toutes les séances du cinéma seront dans tous les cinémas à seulement 5 €. Et donc, pour la semaine d'après, le 2 juillet, nous avons L'accident de piano qui va sortir. C'est le nouveau film de Quentin Dupieux. Perso, je suis assez fan de son cinéma, même si je comprends pas toujours tout. Mais ce film a l'air assez intriguant avec une Adèle Exarchopoulos méconnaissable. Donc j'ai hâte de voir ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, alors Quentin Dupieux, ça peut être très bien. Son Yannick, il est excellent. On en avait parlé d'ailleurs là dans une des premières émissions de Alors à la rentrée en 2024. Super, merci Léonie. Personnellement, je regarderai quand même parce que j'adore détester les gens.
Je regarderai le dernier film de Quentin Dupieux. Et peut-être qu'on en parlera à la rentrée dans une autre émission. Mais on enchaîne. Anaïd, c'est à toi. On regarde quoi, tonton? Bon, je vais vous présenter un film qui est très près de mon corps. C'est un film vibrant, coloré et profondément ancré dans la culture mexicaine. C'est The Book of Life par le réalisateur Jorge R. Gutiérrez. Ces jeux d'animation nous amènent dans un contexte magique et traditionnel de la mémoire et de l'amour éternel. Le film a sorti en 2014, alors c'était même avant que Coco, celui qui est de Disney et Pixar, et était produit par Guillermo del Toro. Et une autre grande figure dans le cinéma mexicain, et ce n'est pas par hasard. The Book of Life, c'est une lettre d'amour pour El Día de los Muertos. Vous connaissez ça? Les jours de mort, je crois que c'est en français. Et bon, la fête des morts au Mexique. Et le réalisateur Jorge Gutiérrez s'inspire pour créer un monde visuellement explosif où les vivants et les morts se rejoignent dans une célébration de la vie. Alors, je vais pour pas vous raconter beaucoup l'histoire. Et le côté de casting, on retrouve à Diego Luna. Je ne sais pas si vous connaissez, il est quand même un acteur mexicain déjà connu même dans Hollywood. Et dans le rôle de Manolo, un jeune homme tiragé entre les attentes de sa famille et son désir de devenir musicien. Zoe Saldaña prévoit à Maria et son ami d'enfance et son grand amour, tandis que Channing Tatum incarne Joaquin, le rival courageux, mais aussi vaniteux, et c'est une distribution étoilée entre l'émotion et l'humour. Et bon, c'est les choses qui ça distinguent The Book of Life, c'était la première représentation si grande et colorée de Dia de Muertos. Et c'est en fait la même raison pour laquelle, quand Coco il a sorti, Disney il était accusé d'avoir de plagiarisme sur cette animation. En fait, des petits détails qui sont dans l'animation, c'est que en fait, chaque caractère et tous les caractères dans les films ressemblent de marionnettes. Et c'est un choix un peu courageux de les faire, mais ça marche super bien pour raconter toute cette histoire. Après, on voit la Catrina, qui c'est une figure de Dia de Muertos mexicain, et aussi à Xibalba. Xibalba, c'était l'ancienne déité de la mort. Mais ce n'était pas un peu la mort comme vous connaissez ici en Europe, c'était plutôt celui qui faisait attention de mort pour passer à la prochaine étape. Bon, c'est une représentation que je veux dire. Si j'ai des amis qui me demandent des recommandations pour connaître un peu de la culture mexicaine, celui-ci, c'était mon première option. Parfait. Et alors, je vais aller le voir et je me rends compte pendant que tu parlais, et je veux dire un truc horrible, que ce que je connais du jour des morts, c'est grâce ou à cause, ça dépend de d'où on se place, des séries américaines et des films américains qui les mentionnent, quoi. Et pas par la culture en elle-même. C'est quand même ahurissant, je trouve, non? Vous en pensez? C'est fou, C'est quoi. une chose qui maintenant, ça est devenu une tradition de faire un défilé de Catrinas, mais ça, on ne l'avait pas avant. Ça s'est mis en place depuis un film de 007, Ok, James Bond. des espions et tout Ah, ça. En fait, dans cet film, il traverse le Mexique parce qu'il est en train de chasser le vilain, et à travers un défilé de Catrinas. Et c'est pour ça qu'en fait, on a eu des touristes qui sont arrivés et c'est où les défilés, on ne le fait pas. Et les gouvernements ont dit, bon, ça va, c'est pour les touristes, on le fait maintenant. Mais c'est super récent, ça, on ne le faisait pas avant. oh, mais c'est fou. Et elle est énorme, cette histoire, cette anecdote. Ça dit beaucoup, je trouve. Ok, super. Bah, pareil, on mettra le lien vers ce film et du coup, je vais regarder pour voir la différence entre les préjugés que j'ai grâce aux séries et films américains. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre, alors s'il vous plaît. Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier, je suis désolé. Désolé.
Et on enchaîne avec Valentine. Valentine, tu vas nous proposer dorénavant, dès la rentrée prochaine, puisque c'est la dernière des Allo de cette saison, mais une chronique sur les romans graphiques. Et tu consacres ta première chronique à quel roman graphique, dis-nous? Eh bien, je vais vous parler d'un roman graphique qui s'appelle Perpendiculaire au soleil. C'est un roman graphique au nom un petit peu étrange et c'est le premier en fait de Valentine Cunil-Calais. Pour moi, c'est plus qu'un roman graphique, c'est un peu une galerie d'art qui retrace finalement les échanges par correspondance donc de l'auteur avec Reynaldo Maguirt, qui lui est incarcéré dans le couloir de la mort d'une prison en Floride. Et c'est un ouvrage qui amène autour de plusieurs sujets. Dans un premier temps, on assiste un peu à l'histoire naissante d'une amitié entre deux individus finalement plutôt bien opposés, que ce soit géographiquement ou socialement, mais que la vie a finalement décidé de réunir parce qu'ils ont une passion commune pour l'art. On découvre aussi la complexité de la justice et du système carcéral américain, qui est bien différent du système français. Et ça nous amène aussi à nous interroger sur le principe moral, le bien, le mal, à travers la compassion qu'on peut éventuellement développer pour Reynaldo. Leur correspondance, elle démarre en 2016. Valentine, elle est du coup encore étudiante et elle s'engage dans une asso en tant que bénévole. Donc l'association, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Et lui, Reynaldo, à cette époque, c'est le plus jeune condamné à mort des États-Unis. C'est un roman graphique en fait qui est écrit à 4 mains, qui est presque totalement en noir et blanc. Les seules notes de couleur, elles sont portées donc par Reynaldo afin de mettre en lumière notamment ses œuvres. Et on est accompagné en fait dans une sorte, je trouve, à la lecture d'une balade artistique au fil des pages qui nous conduit à des réflexions plus profondes sur l'humanité. C'est un ouvrage aussi qui nous invite à réfléchir sur la peine de mort et les quelques 2300 prisonniers aux États-Unis, tout en s'interrogeant sur le principe aussi de rédemption à travers le témoignage de Reynaldo. Et si vous le souhaitez, j'ai un petit extrait voilà, pour vous lire un peu les mots de l'auteur. Alors, je veux bien que tu nous lises un extrait, mais juste avant, j'ai une petite question. Donc, c'est une histoire véridique, c'est une histoire vraie qui est Oui, racontée. tout à fait, tout à fait. C'est autobiographique et du coup, elle apporte le témoignage de Reynaldo qui, lui, participe à l'ouvrage de manière indirecte à travers la main et les mots du coup de Valentine parce que en plus ils n'ont pas pu, de par justement la complexité du système américain, elle n'a pas pu mettre son nom sur l'ouvrage. Oh, c'est la folie, ça. Oui, c'est ouf. Ah ben, lis-nous donc un extrait que tu as choisi. Cela fait 12 ans que Reynaldo est confiné dans 5 mètres carrés, éclairé au néon, dont il ne sort que 2 ou 3 fois par semaine dans une cour bétonnée, avec les mêmes personnes, quelquefois une de plus, quelquefois une de moins. Cela fait 4 ans qu'il attend la resentence qu'il condamnera à la prison à vie ou le renverra dans le couloir de la mort. Cela fait plus d'1 an qu'il souffre de maux de tête insupportables sans savoir précisément ce qui les cause. J'essaye de lui faire découvrir le monde par mes yeux comme il me l'a demandé. Parfois, ce que je lui montre devient un pont qui l'emmène ailleurs, débouche sur de longues réflexions, sur des rêves qu'il partage ensuite avec moi. Mais il arrive que ma lettre ne donne rien de plus à voir qu'elle-même et ne soit pour lui qu'un théâtre d'ombres désespérément plates. OK. Et le silence, c'est pour dire que c'est fort, quoi, les mots que tu viens, que J'ai tu viens de hésité lire. entre, plein d'extraits parce que c'est un petit pavé quand même qui fait, près de 400 pages. C'était très difficile de choisir un extrait, mais en tout cas celui-là je trouve résumait un petit peu pas mal, Mmh. à la fois, leur amitié parce qu'elle parle de, bah, à travers moi en fait, il essaye de vivre une vie un peu par procuration et en même temps aussi, je trouve que c'est un extrait qui montre, bah, les difficultés, et les conditions de vie, des prisonniers aux États-Unis et d'autant plus ceux qui siègent dans le couloir de la mort. OK. Anaïd, tu veux intervenir? Oui, c'est très intéressant. J'ai déjà lu des articles périodistiques de ce sujet-là et comment, en fait, le système normalement de justice, ça doit, en fait, dans quelques pays, ça permettre des gens de s'améliorer, on va dire, ou d'expier ses péchés. Mais il y a des autres pays, surtout les États-Unis, que ça devient quand même une punition. Et en fait, à les bases de la psychologie humaine, quand tu punis quelqu'un que même des fois, il pense qu'il n'a pas fait quelque chose vraiment grave,
à la place de le convertir dans une meilleure personne, ça devient en fait pire. Et surtout dans les États-Unis, que c'est un système qui punit des gens même s'ils sont pas coupables. Parce que même si si là-bas, les gens sont innocents jusqu'à prouver le contraire, plusieurs fois, ça passe l'inverse. Sont coupables jusqu'à prouver qu'ils sont innocents. Et ouais, c'est dur. Ouais. Sur ce sujet, si ce sujet vous intéresse, vous avez aussi le livre dirigé par Gwenola Rigordo, Brique par brique, mur par mur, aux éditions Luxe Éditeur, qui fait un panorama complet et qui propose des solutions et j'ai envie de dire un panorama alarmant de la prison. Je vous recommande vraiment ce livre. C'est un essai, hein. Non, c'est pas du tout un roman graphique. Et vous pouvez aussi écouter l'interview qu'on a fait de Gwenola Ricordo sur notre site internet, la nuit du dimanche.fr. J'allais dire c'est affligeant, mais en tout cas c'est intéressant de comprendre les problématiques qu'il y a derrière. Valentine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Et bah, si vous avez en tout cas un petit peu de temps, Vas-y. voilà, n'hésitez pas à lire ces 400 pages à peu près et vraiment on est mélangé entre du coup, cette histoire finalement d'amitié, ce que vit aussi Reynaldo, ce système carcéral aux États-Unis et moi je trouve que vraiment il est visuellement d'une beauté ce roman graphique où vraiment on décrypte page par page chaque dessin. Il y a des choses très abstraites, donc qui demandent de prendre le temps justement de se poser et de regarder trait par trait et voilà, ça prend quelques heures de lecture, mais ça en vaut la peine. Ok, Valentine, c'est chez quel éditeur du coup? C'est chez Delcourt. Delcourt, parfait. On mettra tous les liens dans la description de l'épisode et sur notre site internet radioverse.fr et la nuit du dimanche.fr. Et on enchaîne avec la dernière chronique de cette émission. 1 minute pour convaincre ou pas. Tu check. 1 minute, je rappelle le principe. Tu as 1 minute pour nous convaincre ou nous dégoûter d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Léonie, top départ. Alors donc là, je vais vous parler du film Elio, qui est le dernier film Pixar à être sorti. Et franchement, je suis là pour vous dire de pas forcément aller le voir. Si vous êtes fan de l'univers Disney, Pixar, bah évidemment, je vous conseille d'aller voir tous leurs films. Mais sinon, je trouve qu'on reste sur un scénario assez pareil en fait à ceux de d'habitude. Et vraiment, il n'y a rien d'original. On m'avait vendu un peu que c'était un film qui était là pour promouvoir le handicap et en parler. Au final, il n'y a pas vraiment d'handicap, voire pas du tout dans le film. Donc je trouve ça hyper dommage de nous le vendre comme ça, alors que au final, il n'y a rien par rapport à ça. Et voilà, c'est un film assez bateau avec des aliens. Enfin, vraiment, c'est très enfantin et je trouve que vraiment, il n'y a pas vraiment de morale derrière pour les adultes, ou en tout cas, c'est des morales qu'on a vues et re-revues chez Pixar. Très bien, il te restait 10 secondes. Merci Léonie. On passe à Florent. Florent, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Eh bien, top départ. Je vais vous parler, moi, de Arco, un film d'animation qui n'est pas encore sorti, que j'ai eu la chance de voir en avant-première au Festival d'Annecy. Arco, c'est l'histoire qui pose une question. Et si les arcs-en-ciel étaient en réalité des gens qui voyagent dans le temps? C'est avec cette réflexion qu'on va suivre l'histoire de Arco, 10 ans, qui vit dans un futur lointain, et qui, lors de son premier vol, dans une combinaison multicolore futuriste, va perdre le contrôle et va dévier de sa trajectoire et en fait atterrir dans un futur proche du nôtre où les robots font partie intégrante de notre vie. Et il va donc faire la rencontre d'une petite fille de son âge. Du coup, la mission principale de cette fille, ça va être de le ramener dans son monde et dans son époque. Et une relation va donc naître entre les deux personnages. C'est un film qui est très 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 beau visuellement, qui a une direction artistique vraiment qui a mis la plupart du... Enfin, c'est une direction artistique qui a vraiment mis tout le monde d'accord et qui a d'ailleurs remporté le cristal du long métrage. Et j'ai fini. Quel prix a obtenu ce film? Oh, quel dommage! C'est dommage. A obtenu quel prix, dis-moi? Le cristal du long métrage. D'accord, au dernier festival d'Annecy. Voilà. Parfait, ça donne envie en tout cas, même si tu n'as pas pu, même si tu n'as pas pu aller jusqu'au bout, mais je pense qu'on en reparlera de ce film à la rentrée. Léonie, tu avais un autre film à nous
proposer ou nous déproposer, on va dire. Est-ce que tu es prête? Oui. Top départ. Donc maintenant, je vais vous parler de Quel l'avenue. dommage, c'est trop tard. C'est passé très vite. Non, je plaisante. On reprend, top départ. Donc ce coup-ci, je vais vous parler de L'Avenue de l'avenir, le dernier film de Cédric Clapiche. Perso, celui-là, je vous le conseille parce que moi, j'aime beaucoup son cinéma en général et je l'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime dans ce film, c'est du coup, on voyage à plusieurs époques. Donc on a l'époque du présent aujourd'hui avec une famille qui du coup va hériter d'une maison. Et du coup, par rapport à ça, on va avoir toute l'histoire de la maison dans le passé, dans les années 1800-1900. Et c'est à ce moment-là que du coup, on découvre toute l'histoire de la famille. Et je trouve que ce côté d'héritage familial qui se transmet sur plusieurs générations, j'ai beaucoup aimé le concept. Et du coup, je vous invite fortement à le voir s'il est toujours en salle. Bah, parfait, tu maîtrises parfaitement le temps. Bravo, Léonie. Ah, Tu... tu as été au bout de tes arguments. Mais super, merci à tout le monde d'avoir participé à cette dernière émission de Et alors. Attention, c'est la dernière de la saison. On se retrouve. Attention, c'est la dernière de la saison. On se retrouve en septembre 2025 pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Florent. Eh bien, merci à vous, c'était très cool. Merci beaucoup, Léonie. Merci à vous tous. Bonsoir. Merci beaucoup, Anaïd. Merci à tous et à la prochaine. Merci beaucoup, Valentine. Eh ben, merci à vous et puis à très vite pour la rentrée. Merci beaucoup, Elmina. Merci à vous. Au revoir. Et merci beaucoup, Flavienne, qui nous a rejoint pour cette dernière et qui, j'espère, sera là pour la rentrée. Merci beaucoup, c'était très cool et bien sûr, je serai là à la rentrée. Youpi youpi, c'est la fin de Et alors, on se retrouve en septembre 2025, mais restez sur les ondes de radioverse.fr parce que, outre les best-of diffusés cet été, on aura aussi de nouvelles émissions et de nouvelles propositions, notamment l'Instant Culte qui continue avec Florent et James. Il y aura aussi une nouvelle émission, C'est qui les réals, qui sera diffusée incessamment sous peu avec aux commandes Léonie, qui nous parlera d'un réalisateur et de sa filmographie. Valentine, que l'on retrouvera aux commandes d'une émission spéciale Festival de Cannes, et plein d'autres émissions pour cet été. Donc passez un bon été, restez à notre écoute, radioverse.fr et la nuit du dimanche.fr. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, parlez de nous autour de vous, et à très bientôt.